Le programme de ce webinaire, qui va durer environ 30 minutes, est le suivant. Donc, dans un premier temps, on abordera le cadre réglementaire ainsi que des définitions relatives aux risques psychosociaux. On vous présentera un petit peu plus concrètement cet outil, comment est-ce qu'on peut y avoir accès, puisque c'est un outil accessible sur le site internet de l'INRS. La troisième partie sera consacrée aux étapes et aux principales étapes méthodologiques de cet outil Faire le point, comment le déployer dans l'entreprise. Et puis une dernière partie finale pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas au fur et à mesure, si vous avez des questions à partir du chat, donc vous pouvez noter vos questions à ce moment-là. Et puis de toute manière, on aura un temps en fin de présentation pour échanger oralement, en tout cas par le biais des micros, un temps de questions-réponses. Voilà. On va couper le caméra. Donc je coupe la caméra et puis on la remettra en fin de présentation. Donc on commence par notre première partie, le cadre réglementaire ainsi que les définitions concernant les risques psychosociaux. Donc il nous a semblé pertinent en fait de vous rappeler le contexte en fait de la mise en place de l'outil Faire le point. Donc on va revenir en novembre 2009. Il y avait effectivement un plan d'urgence pour la prévention du stress au travail qui avait été élaboré à la demande du ministre du Travail. Donc avec notamment un focus sur les petites et moyennes entreprises, les PME, TPE, TPE. Le ministre du Travail, en fait, il avait demandé que des actions d'information et des outils de diagnostic soient mis en place avec l'appui de l'ANACT, de l'INRS et des services de santé au travail. Donc, en fait, nous, on suivait l'actualité, on savait effectivement qu'il y avait des mesures qui allaient être prises pour les TPE-PME en termes d'action d'information et d'outils. Il faut savoir que la mise en ligne de l'outil, ça a été fait en octobre 2012, donc ça date un petit peu, hein. Donc nous, effectivement, moi je surveillais, hein, je faisais de la veille informationnelle. Et donc, quand on a eu connaissance de cet outil, nous, on a proposé à la Direction générale du travail, nous, service de santé au travail, d'exploiter ces questionnaires et de les faire passer, en fait. Donc, en mars 2013, nous, on est allé sur le terrain, en fait, et on a proposé ce questionnaire, cet outil, aux petites et moyennes entreprises. Donc, c'était pour vous resituer un petit peu le contexte. Donc, on va rappeler le cadre réglementaire, ça c'est fondamental. On sait que l'employeur, il a une obligation générale d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Donc, dans ce cadre, il doit effectivement évaluer les risques professionnels auxquels sont soumis les salariés de l'entreprise et puis transcrire les résultats de cette évaluation dans le document unique d'évaluation des risques, hein. Donc ça, effectivement, on vous a noté les textes de référence, que vous pouvez aller consulter sur Légifrance, aussi bien de l'obligation de l'employeur et puis l'article R4121-4 du Code du travail, tout ce qui se rapporte au document unique d'évaluation des risques également. Donc on vous enverra le support à l'issue du webinaire. Donc, une petite définition des risques psychosociaux. Donc, Nathalie vient de le préciser, mais comme l'impose la réglementation, le Code du travail, ces risques psychosociaux doivent être donc pris en compte au même titre que tout autre risque professionnel dans l'entreprise. C'est le rôle, la responsabilité de l'employeur. Donc, une petite définition, un rappel en tout cas, les risques psychosociaux ou RPS correspondent à des situations de travail où sont présents, de façon combinée ou non, plusieurs types de situations. Du stress, des violences externes et ou des violences internes. Donc le stress, c'est lorsqu'il y a un déséquilibre entre les contraintes imposées par l'environnement et la perception que la personne a de ses propres ressources pour faire face à cette contrainte environnementale. Donc dès lors qu'il y a ce déséquilibre qui s'installe, on va parler de stress. C'est une adaptation physiologique du corps. Les violences, donc de deux types, violences externes, donc ça va être des violences qui émanent de personnes extérieures à l'entreprise, à l'organisation, donc des clients, les usagers, les patients. Ça peut prendre différentes formes, des insultes, des menaces, des agressions physiques ou verbales, des incivilités, etc. Et puis un autre type de violence, les violences internes, donc là qui sont à l'œuvre en interne au sein de l'organisation, donc entre collègues ou alors tout niveau hiérarchique confondu. Donc ça peut être des situations effectivement où sont en jeu des faits de harcèlement ou alors des conflits interpersonnels, donc des conflits exacerbés entre personnes. Donc vous voyez bien que dans la définition des risques psychosociaux,
Eh bien, lorsqu'on aborde la définition, on est déjà sur les conséquences des risques psychosociaux en matière de stress et de violence notamment. Dès lors qu'on voit apparaître ces situations de stress et ou de violence, eh bien, la situation, effectivement est dégradée dans l'entreprise. Ce qui nous importe et c'est un petit peu l'enjeu, l'objectif de cet outil Faire le point, c'est de remonter aux causes, de comprendre un petit peu comment est-ce qu'ont pu, arriver ces situations de stress ou de violence. Pour remonter aux causes et pour essayer de comprendre un petit peu ces facteurs de stress, eh bien, on a une batterie de facteurs de risques psychosociaux qui a été, élaborée, et mise en évidence en 2011 dans le cadre d'un collège d'expertise, hein, et qui nous permet justement de comprendre un petit peu ce qui peut se jouer dans le travail, à partir effectivement de cette grille de lecture. Qu'est-ce qui dans le travail peut mener, effectivement aux situations de stress ou de violence qui matérialisent les risques psychosociaux? Donc, ils sont au nombre de 6. Je vais les décliner de façon assez brève, hein. Donc, notre premier facteur concerne l'intensité et les temps de travail. Donc, ça concerne effectivement tout ce qui a trait à la quantité, la charge de travail, la question des horaires également de travail qui peuvent être décalés ou fractionnés. La question également, qui se rapporte à la pression temporelle, s'il y a des délais particuliers, des cadences à tenir. Ou encore ce qui se rapporte également à l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Deuxième facteur de risque, les exigences émotionnelles. Donc ça peut, effectivement prendre la forme de violences externes, comme on a vu tout à l'heure. Dès lors que l'on travaille en contact avec un public, eh bien ça peut être à risque de tension. Ça, c'est effectivement, partie intégrante des exigences émotionnelles. Ça peut revêtir également le fait, de devoir cacher ses émotions au travail ou encore d'être en contact avec la souffrance ou la détresse humaine ou en contact avec la mort, par exemple, dans les métiers du soin. Troisième facteur de risque, l'autonomie, les marges de manœuvre. Donc est-ce qu'effectivement j'ai des marges de manœuvre dans la façon dont je réalise mon travail? Effectivement, est-ce que je peux prendre des décisions? Est-ce que je peux, interrompre mon travail lorsque j'en ressens le besoin? Ça, c'est effectivement des ressources, hein. Est-ce que je peux développer ou non mes compétences par le biais de la formation? Voilà, donc c'est une thématique assez large, hein, mais l'autonomie, on sait que c'est quelque chose d'important dans le travail, hein. Les rapports sociaux au travail, donc là, c'est toutes les relations, la cohésion, l'esprit d'équipe, les coopérations en interne dans l'entreprise. Et également, c'est là où on va retrouver la notion de reconnaissance, la reconnaissance symbolique du travail, au-delà de la reconnaissance, matérielle par le biais du salaire. La reconnaissance effectivement, par les pairs, mais aussi par la hiérarchie du travail réalisé, par des remerciements, des feedbacks, des retours, par exemple. Cinquième facteur de risque, les conflits de valeurs, donc tout ce qui se rapporte à l'éthique de travail. Est-ce que je suis fier du travail que je fais? Est-ce que j'ai le sentiment de pouvoir faire un travail de qualité, du bon travail? Est-ce que j'ai les moyens de faire ce travail de qualité? Est-ce que je me retrouve dans mon travail? À l'inverse, est-ce que je dois mentir, dans mon travail? Donc tout autant de situations qui sont importantes, hein. L'éthique de travail, c'est quelque chose également de primordial. Et puis, dernier facteur de risque, l'insécurité de la situation de travail au sens plutôt socio-économique. Si j'ai la peur de perdre mon emploi, effectivement, c'est facteur de stress, hein, c'est générateur de stress. Est-ce qu'effectivement, il y a une précarité de contrat qui est en jeu? Qui génère donc de l'insécurité, de l'incertitude? Est-ce que, j'ai une visibilité, plutôt sécurisée, sécurisante, de l'avenir de mon entreprise? Est-ce qu'il y a des changements à venir en interne dans l'entreprise? Donc tout autant de situations qui peuvent, plus ou moins déstabiliser les travailleurs. Donc voilà, on a cette batterie de facteurs de risques psychosociaux qui nous permet de comprendre un petit peu ce qui peut se jouer à l'occasion du travail. Et donc ces facteurs de risque-là, on le verra, hein, sont explorés à partir de notre questionnaire, de ce questionnaire outil Faire le point. Donc nous allons vous présenter le questionnaire outil Faire le point, donc on va rentrer dans le concret. Alors ce questionnaire, il est accessible en ligne sur le site de l'INRS. Donc là, on vous a fait une capture d'écran pour que vous voyez un petit peu l'interface, hein. Donc il y a un bouton, effectivement, on clique accéder à l'outil et là, on rentre effectivement dans le questionnaire plus précisément. Alors il faut savoir qu'il existe 2 versions pour, ce questionnaire. Une version secteur général et une version secteur sanitaire et social. Au tout début, quand on l'a expérimenté, en mars 2013, il y avait que la version secteur général et nous, effectivement, quand on l'a expérimenté dans des secteurs, sanitaires et social, on a fait remonter, le fait que le vocabulaire n'était pas toujours adapté.
en fait, dans le secteur sanitaire et social, on parle plutôt de structure et pas d'entreprise, de patients, d'usagers, hein. Donc effectivement, c'était important de faire remonter pour qu'il y ait un autre, questionnaire qui soit mis en place. Alors si vous voulez accéder à ce questionnaire pour aller voir par vous-même par la suite, il faut aller donc sur le site de l'INRS. Dans le moteur de recherche, en haut à droite, vous tapez outil 37 et là, vous aurez accès au questionnaire secteur général. Et pour le secteur sanitaire et social, vous tapez outil 42. Et là, vous pourrez aller voir effectivement ces questionnaires par vous-même et puis vous rendre compte un petit peu comment ça fonctionne. Donc voilà pour l'accessibilité de ce questionnaire. Nous, bien évidemment, on accompagne les entreprises adhérentes dans le déploiement de cette démarche. Donc on va justement vous décliner comment est-ce que ça se présente. Donc les principales étapes d'un point de vue méthodologique du déploiement de cet outil, faire le point. Tout d'abord, comment se déroule le déploiement de ce questionnaire en entreprise? Donc, tout d'abord, en accord avec le médecin du travail qui suit l'entreprise, un intervenant de la SSTV, donc Nathalie ou moi-même, venons présenter à l'employeur ou alors ça peut être également aux membres du CSE, eh bien, la méthodologie de cet outil Faire le point. On vient effectivement présenter les différentes étapes, comment ça se construit, des exemples de questions tels qu'on le fait ce matin avec vous. Si effectivement, la méthodologie convient, à la demande initiale, eh bien, de l'entreprise, eh bien, la démarche est validée et donc effectivement, un intervenant, donc Nathalie ou moi, venons assurer les passations collectives du questionnaire, lors d'un temps d'échange avec un ou plusieurs groupes de salariés, donc de 3 à 8 personnes, c'est des groupes de 3 à 8 personnes en général, qui sont donc réunis par unité de travail représentative des différents métiers, services de l'entreprise. Donc il y a autant de passations qu'il y a d'unités de travail qui sont déterminées dans l'entreprise. Donc généralement, ça peut être les unités de travail qui sont déterminées, dans le document unique. Ces unités de travail, elles sont déterminées en amont avec l'employeur. Elles peuvent être déterminées effectivement lors du premier rendez-vous, de présentation. Ça peut être après par téléphone ou après un petit temps de réflexion. En tout cas, nous, effectivement, on donne tous les conseils, pour permettre à l'employeur de construire des unités de travail représentatives de la réalité de son entreprise. Donc pour chaque passation collective, le temps d'échange est de 2 heures environ, 2 heures à 2h30. Il faut vraiment qu'on puisse avoir le temps d'échanger. C'est un outil collectif avant tout, donc il faut qu'on ait, du temps pour pouvoir échanger et répondre, aux questions avec, les personnes de l'unité de travail. En tant qu'intervenant extérieur, nous, on s'assure de plusieurs choses. D'une part, de la neutralité. Nous sommes extérieurs à l'entreprise, donc nous, on n'a pas forcément, d'enjeux spécifiques, nous sommes totalement neutres, dans cette démarche. On s'assure également de la confidentialité des informations échangées, c'est-à-dire tout ce qui pourra être échangé, discuté, entre salariés avec nous, lors de la séance collective, eh bien, on s'engage à ce que ça reste, dans, le cœur de cette séance-là. Donc on s'engage nous en tant qu'intervenants, mais les salariés autour de la table également s'engagent à ce que les échanges restent, autour de cette table. C'est important, pour, vraiment garantir un climat de confiance. Le respect de la parole de chacun également, c'est quelque chose dont on s'assure. On s'assure que la parole soit, répartie de façon équitable, au fur et à mesure de la réponse aux différentes questions et également, on s'assure que les discussions, elles restent centrées uniquement sur le travail, sur l'activité de travail. On va vous montrer des exemples de questions. C'est vrai qu'il est, plutôt, compliqué de pouvoir s'écarter tant les questions, elles sont vraiment centrées sur l'organisation et sur des choses très factuelles en lien avec l'entreprise et le travail. Quel type de questions sont posées? Donc on a très précisément 41 questions, qui font partie intégrante de cet outil Faire le point. 41 questions qui portent donc sur le travail, sur l'organisation de travail, à travers nos 6 facteurs de risques psychosociaux, tels que je vous les ai, définis, de façon très brève précédemment. Donc nos 41 questions vont explorer ces 6 facteurs de risques psychosociaux et on va avoir également quelques questions qui vont se rapporter à 2 thèmes complémentaires. D'une part, le contexte de prévention dans l'entreprise, à savoir la politique de prévention qui est en œuvre, Est-ce qu'il y a un document unique? Est-ce qu'il est à jour? Est-ce qu'il y a un plan d'action qui est en place? Des questions également qui se rapportent à l'exposition à certains risques, certaines nuisances physiques dans l'entreprise.
Donc ça, c'est notre premier thème complémentaire. Et donc un second thème complémentaire qui est exploré dans ces 41 questions, l'impact des risques psychosociaux sur l'entreprise et les salariés. Donc, on va, à partir de certaines questions, avoir un certain nombre d'indicateurs tels que est-ce qu'il y a un absentéisme récurrent dans l'entreprise? Est-ce qu'il y a du turnover, par exemple? Voilà, ce type de questions. Mais majoritairement, dans nos 41 questions, ce qui va être exploré, ça va être nos familles de facteurs de risque, issus du rapport Golac, hein, établi en 2012. On est vraiment sur une exploration assez, globale et générale des conditions de travail d'un point de vue psychosocial dans l'entreprise. Donc on a fait une petite capture d'écran, de questions pour que concrètement voir un petit peu, de quoi ça retourne. Alors il y a la question, par exemple, la question 23. Les salariés sont-ils fréquemment interrompus dans leur travail pour effectuer des tâches non prévues? Donc là, on reconnaît le facteur de risque, comme Clément vous avez énuméré tout à l'heure, c'est le facteur de risque intensité temps de travail. Alors le format de réponse qui est proposé, on a oui, plutôt non, non pas du tout. Donc nous, en tant qu'intervenant, on pose la question au collectif de salariés et puis on demande à chaque personne quel est son avis. Est-ce que c'est plutôt oui, plutôt non et pourquoi? Et dans la partie en dessous, la partie commentaires, on va noter les commentaires des salariés. Mais on les note, c'est-à-dire on note vraiment ce qu'ils nous disent de noter, hein. Effectivement, ce n'est pas nous qui interprétons, c'est vraiment leur mot à eux, hein. Donc on s'assure toujours effectivement et on relit après avec eux, est-ce que vous êtes d'accord par rapport à ces commentaires? Puisque ces commentaires vont apparaître après dans la synthèse. Donc, il faut quand même être sûr de ce qu'on note. Et l'idée, c'est vraiment, par rapport à ces commentaires, ensuite de dégager des pistes d'action. Donc, ça nous permet effectivement d'avancer. Il peut arriver que des personnes, certaines, disent bah, moi, c'est plutôt oui. Et un autre salarié va nous dire oh, ben, moi, c'est plutôt non. Donc effectivement, là, on n'a pas consensus, ça arrive, hein, c'est pas souvent, mais ça arrive. Dans ce cas-là, on note quand même la réponse la plus négative, vu qu'il y a effectivement quelque chose qu'il va falloir creuser, hein, comprendre. Mais dans la partie commentaire, on va noter pourquoi. On note également tout ce que les personnes nous disent. Ça, c'est très important. Parce qu'il arrive dans notre unité de travail, bon, quand c'est des toutes petites entreprises, qu'on ait des métiers différents. Donc dans ce cas-là, les commentaires sont très importants, hein, pour vraiment que ce soit le reflet de tout ce que les personnes nous donnent comme éléments. Deuxième exemple de question, la question 13. Les salariés sont-ils confrontés à un public difficile, clients mécontents ou personnes en détresse? Donc là, c'est le facteur de risque exigence émotionnelle. Donc le format de réponse est un petit peu différent. On n'a jamais, parfois, souvent ou toujours. Donc là, effectivement, on fait un tour de table. Et puis, généralement, les personnes nous donnent des exemples concrets, hein, c'est toujours, hein. On prend ce temps et généralement, on a toujours des exemples concrets qu'on va noter dans les commentaires également, hein. Ce qui va nous permettre par la suite, effectivement, de voir un petit peu quelles sont les situations qui ont pu poser problème et est-ce qu'il y a des mesures de prévention qui sont prises et mises en place. Un autre exemple de question, question 26. Les salariés ont-ils la possibilité de développer de nouveaux savoir-faire et ou de nouvelles compétences par la formation, le tutorat? Donc là, on reconnaît le facteur de risque autonomie dans le travail. On sait très bien que pouvoir se former, c'est quelque part avoir plus de cordes à notre arc et c'est important. Ça nous permet effectivement d'ouvrir le champ des possibles et ça, c'est important également, les possibilités de se former. Le format de réponse, comme tout à l'heure, oui, tout à fait, oui, plutôt non et non pas du tout. Et là, on note les situations concrètes rapportées par les salariés également. Donc voilà pour des exemples de questions. Après, vous pouvez aller voir l'ensemble des questions, hein, sur le site de l'INRS. En ce qui concerne les résultats, souvent la question est posée, est-ce que les salariés sont informés finalement des résultats de cette évaluation? Alors concrètement, oui, puisqu'à l'issue de la passation, donc avec notre groupe de salariés, eh bien, ce qui va être généré automatiquement, eh bien, ça va être ce type de tableau de résultats. Donc, comment est-ce qu'il est présenté? Sur la partie gauche, vous avez l'ensemble des thématiques qui sont explorées, hein, dans le questionnaire, à savoir nos facteurs de risque psychosociaux au nombre de 6, et puis nos deux thématiques complémentaires. Et sur la partie droite, eh bien, en fonction des réponses aux 41 questions, vous avez le résultat en termes de niveau d'intensité du risque. Plus on va sur un code couleur rouge, plus effectivement le niveau d'intensité du risque est élevé.
Et plus effectivement, ça va être sur ces axes-là qu'il va falloir réfléchir à la mise en place d'un plan d'action. Ce sont nos axes, on va dire, prioritaires, modérés de la même façon. Ce qui apparaît en vert, donc niveau d'intensité du risque plutôt faible, c'est plutôt la mise en avant des ressources. Qu'est-ce qui est motivant? Qu'est-ce qui est support aujourd'hui dans l'entreprise, en tout cas d'après le ressenti des salariés en fonction des réponses aux questions. Donc il faut aussi veiller à pouvoir conserver, on va dire, ce qui est les thématiques qui sont dans le vert, hein. C'est aussi important. Donc le tableau de résultats est présenté directement au groupe de salariés à l'issue de la réponse aux 41 questions. Donc c'est important, comme ça leur permet directement de visualiser les résultats et voir si ça peut être, si déjà on peut les questionner sur est-ce que ces résultats sont représentatifs finalement de leur vécu quotidien au travail. Ce qui est également généré automatiquement, c'est un rapport détaillé des résultats. Donc, il va comprendre ce rapport détaillé effectivement des définitions, des points de vigilance qui se rapportent en fonction des différentes thématiques explorées dans le questionnaire. Les réponses aux différentes questions ainsi que les commentaires que l'intervenant aura à noter, donc des situations concrètes de travail qui ont été discutées, hein. Et puis, on va retrouver également dans ce rapport détaillé des exemples d'actions, des pistes d'action par rapport aux différents facteurs de risques psychosociaux. Donc ça peut déjà donner certaines pistes, certaines billes pour élaborer le plan d'action de prévention des risques psychosociaux. On y reviendra, mais nous aussi, on a un travail de synthèse et donc notre objectif, c'est aussi de vous livrer un certain nombre de pistes d'action en fonction des échanges qu'on aura eus avec les différents groupes de salariés. Donc, dans ce rapport détaillé, ça se présente tout concrètement de cette façon-là. On a pris des captures d'écran pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc là, notre première thématique, hein, explorer, c'est l'intensité et les temps de travail, premier facteur de risques psychosociaux. Donc, on a tout d'abord le résultat en termes de niveau d'intensité du risque, qui ressort là, en l'occurrence en élevé, hein, si on se rapporte au tableau, à l'exemple de tableau que je vous ai montré juste avant. Et on a ensuite une définition de ce à quoi renvoie précisément l'intensité et les temps de travail, et puis des points de vigilance concernant cette thématique. On a ensuite eh bien, toutes les réponses des salariés aux questions qui se rapportent à cette thématique-là, intensité, temps de travail, donc toutes les questions qui ont été débattues collectivement. On a donc la modalité de réponse choisie et puis surtout les commentaires que l'intervenant, donc Nathalie ou moi, on aura notés, donc des exemples de situations, des discussions relativement à chacune des questions. Donc là, en l'occurrence, hein, sur la question numéro 1 qui se rapporte spécifiquement à l'intensité et au temps de travail, l'organisation en place dans votre entreprise permet-elle de faire face à la charge de travail? Donc là, la modalité de réponse collectivement choisie, retenue, c'était non, pas du tout. Et donc après, on a annoté dans la section commentaires des exemples. Donc en l'occurrence, hein, le ressenti, c'était qu'il y avait peu de respect des rôles, des tâches précises et des fonctions de chacun, spécifiquement sur un service dans cette entreprise, à savoir le service recherche et développement. Ce qui nous avait été également indiqué, c'était que ça pouvait dépendre des périodes, hein. Il y a parfois un surcroît de travail et donc cela n'est pas possible de traiter des commandes dans des temps acceptables. Voilà. Donc vous voyez, hein, on a vraiment ce fonctionnement-là. En tout cas, ce qui apparaît, c'est vraiment, très précisément en lien avec l'ensemble des questions et des commentaires qui ont été annotés, hein. Et puis, on a des exemples de pistes d'action, telles que je le disais, donc là, en l'occurrence, qui se rapportent à un facteur de risque lié à l'intensité et au temps de travail. Donc il faut imaginer que dans le rapport détaillé, on a chacune des 8 thématiques qui sont déclinées de cette façon-là. Ce rapport détaillé, nous, à l'issue des différentes passations collectives, eh bien, on l'envoie à l'employeur. C'est important puisque c'est ce rapport détaillé-là qu'il va falloir annexer au document unique pour répondre à l'obligation réglementaire. Donc il faut savoir qu'après, effectivement, après notre intervention, nous, on a un temps d'analyse. Parce qu'effectivement, si on est intervenu dans, par exemple, 5 unités de travail, il y a 5 rapports qui sont générés et l'idée, c'est quand même de synthétiser ces données pour essayer d'orienter, l'employeur, pour des pistes d'action. Il faut l'accompagner dans cette phase-là, puisque ça demande quand même tout un travail. Donc nous, on fait un travail de synthèse et ensuite on restitue à l'entreprise et aux salariés, les résultats. Donc, il y aura effectivement les rapports qui ont été générés avec l'outil et notre PowerPoint qui est un travail de synthèse.
Et on va effectivement aussi, on va vous le montrer par la suite, donner quelques pistes d'action qui ont pu émerger au fil des discussions, puisque nous, on a effectivement l'habitude, et comme on est sur le terrain très souvent, et il y a des pistes d'action pour nous qui sont évidentes. Et effectivement, on partage nos idées et puis toute la documentation aussi qu'on peut proposer pour accompagner l'entreprise. Donc, on rappelle l'importance également du plan d'action de prévention. Donc, le plan d'action de prévention, il va être mis en œuvre par les personnes qui auront été désignées pour réaliser chaque action. Ça peut être des salariés également. Et on va mettre en place également un tableau de bord qu'on va vous fournir, qui est fourni avec l'outil, qu'on va voir ensuite tout à l'heure, qui permet de suivre plus facilement l'avancée de chaque action. Parce qu'il faut structurer les choses, hein. Ça ne se fait pas forcément dans l'immédiat. Et donc, on détermine l'urgence, hein. On rappelle toujours que l'employeur, il est responsable de la réalisation du plan d'action, notamment si effectivement il y a aussi des achats de matériel, ça peut être en passer par là. Donc c'est important que tout le monde soit dans la boucle, bien sûr, mais sa mise en œuvre, elle peut reposer sur différents acteurs qui sont concernés dans l'entreprise, hein, pas forcément l'employeur, mais les responsables hiérarchiques à différents niveaux, par exemple. Donc on vous a fait une capture d'écran de la grille qui est fournie avec l'outil. Et donc cette grille, effectivement, permet d'inscrire donc toutes les actions, par exemple, qui sont déjà existantes, les actions qui sont retenues par l'entreprise, le délai de réalisation et la personne en charge de la réalisation. C'est le tableau de bord, hein, qui est Ouais, fourni, et que avec l'on envoie l'outil. également à l'employeur. Donc un exemple de restitution en entreprise, comme le disait Nathalie, on a un temps où effectivement on synthétise, hein, si on a 5 groupes de travail, c'est quel 5 unités de travail, donc on a tout autant de tableaux de résultats et de matériaux, qui est recueilli, donc on a un travail de synthèse et donc après on construit effectivement un support, on va vous montrer, des parties. Donc en l'occurrence, le bref exemple qu'on va vous montrer est issu donc du déploiement de cette démarche, hein, de l'outil Faire le point au sein d'une entreprise du secteur général. Donc on a fait ça il y a quelques semaines. Il y avait au total 12 personnes dans cette entreprise et donc on a, réparti ces 12 personnes en 4 unités de travail représentatives des différents pôles, des différents services de cette petite entreprise. Donc il faut imaginer, hein, en amont que, lorsqu'on vient, faire cette restitution, on rappelle un petit peu le contexte, on rappelle un petit peu, les différentes dates de passation et cetera et après, effectivement, on passe à, plus précisément la présentation des résultats de façon synthétique. Donc on va reprendre chacune des thématiques, chacun des facteurs de risque, abordés dans l'outil Faire le point. Donc là, en l'occurrence, hein, dans cette entreprise, donc en ce qui concerne la thématique rapports sociaux au travail, donc on a mis, les 4 tableaux de résultats, hein, les 4 résultats, issus de nos 4 unités de travail. Donc en l'occurrence, on avait, 2 groupes pour qui cette thématique était, on va dire, dont les résultats apparaissaient plutôt dans le orange et 2 autres groupes dans lesquels les résultats apparaissaient plutôt dans le vert. Donc après on synthétise, hein, les discussions, les commentaires, les réponses aux questions dans ces 4 unités de travail en ce qui concerne la thématique en question. Donc là, en l'occurrence, hein, ce qui ressortait, c'était que les salariés dans cette entreprise, formaient une équipe soudée, avec cependant une convivialité un petit peu plus compliquée, et bien à cause du covid. Également dans cette entreprise, on avait, pas mal de salariés qui se déplaçaient, sur différents chantiers, donc sur le terrain. Donc c'était un petit peu plus difficile, effectivement de former une équipe soudée puisqu'on avait des temps de déplacement qui étaient assez longs pour, certains personnels, hein. Hem, on continue, hein, il existe, d'après les salariés dans les différents groupes, il pouvait parfois exister des causes de désaccord qui, portaient sur le travail, pour certains pôles notamment. Les rôles de chacun n'étaient pas toujours clairs, et puis il y avait des fois des flous sur certaines missions, certaines tâches, notamment pour le traitement des demandes de travaux. Voilà, donc c'était vous voyez, alors là, c'est vraiment un exemple très concret qui nous a été, rapporté dans les différents groupes, hein. Un manque d'outils ressenti pour savoir qui travaille sur quoi, par rapport à la répartition en fait des rôles, et des missions, des tâches de chacun. Ce qui remontait également, c'était que tous les lundis matins, eh bien, il y avait des réunions par pôle, donc 4 pôles, hein, on l'a vu, mais pas de réunion transversale entre ces différents pôles qui permettraient justement, hein, la circulation des informations. Il y avait un manque de communication qui était ressenti entre, chacun des différents pôles de cette petite entreprise et également peu de réunions générales avec la direction.
Et puis enfin, pour terminer, les salariés, de l'entreprise, hein, globalement, avaient le sentiment de ne pas être régulièrement informés sur la marge de l'entreprise, notamment sur la progression du chiffre d'affaires, et ce qui permettrait, hein, pour certains d'avoir une meilleure visibilité sur la bonne marche de l'entreprise. Faciliter aussi, et bien les relations, les rapports sociaux au travail dans cette entreprise. Donc vous voyez, on est vraiment sur, là, c'est la parole des salariés en fonction des réponses aux questions et des différents échanges menés qu'on a retranscrit, resynthétisé dans ce support-là, hein, après un temps de travail de synthèse. Et on passe également en revue ce qu'on tâche de mettre en avant en fonction de chacune des thématiques. Là, on reste, hein, sur notre thématique rapports sociaux, relations de travail. On met également en avant les facteurs ressources qui ressortaient de nos différentes séances collectives. Donc, en l'occurrence, hein, les salariés forment plutôt majoritairement une équipe soudée entre eux. Il y avait une entraide qui était ressentie comme de plus en plus, présente, et un climat qui était perçu comme serein globalement. Donc une bonne qualité des relations de travail ressenties dans cette entreprise. Il y avait également un panneau d'affichage dans la salle de pause de cet établissement, avec des informations écrites sur certains indicateurs, des mails d'information. Donc il faut prendre le temps par contre de lire, hein, mais il y avait quand même une circulation d'informations, une communication, assez régulière. La répartition des tâches entre chacun est pour certains tout à fait clairement établie. Comme on l'a vu, précédemment, pour d'autres, eh bien, c'est vrai qu'il y avait, cette répartition des tâches qui n'était pas tout à fait claire. Donc on voit une petite contradiction. Pour certains, c'est tout à fait clairement établi, pour d'autres, ça allait un petit peu moins, donc il y a peut-être un travail à mener sur cette question-là, hein. Également, en cas de congé, il y a une répartition des chantiers entre collègues qui se faisait de façon assez naturelle. Donc ça, c'était assez facilitant, c'était vécu comme quelque chose de ressource. Et puis la mise en place récente d'un tableau récapitulatif des différents chantiers en cours pour justement avoir un roulement à tenir, avoir une visibilité un petit peu, des différents chantiers, suivis par la structure, hein. Et puis, dans cette entreprise, pour le contexte, hein, il y avait un projet, d'emménagement, dans les prochaines semaines à venir. Donc, concernant ce projet des futurs locaux, certains salariés avaient eu le sentiment d'avoir tout à fait été consultés avec des visites des futu la une visite des futurs locaux, un premier projet d'aménagement intérieur qui avait été soumis à chaque salarié et puis un recensement des besoins, notamment par mail et puis par le biais, d'entretiens individuels. Donc voilà, c'est aussi important de mettre en évidence ce qui ressort comme étant, positif, motivant et vraiment point d'appui pour les salariés. C'est tout autant important que de mettre en évidence, hein, les facteurs de contrainte qui ressortent de ces différentes, séances de travail collectives, hein. Donc toujours pour la restitution, nous, on va proposer des pistes d'action, quelques exemples de pistes d'action qu'on propose à l'entreprise. Donc effectivement, il y a des pistes d'action qui sont générées avec l'outil, mais nous, on fait ce travail ensuite, quand on revient au bureau pour essayer de proposer des pistes d'action. Donc là, notamment, concernant l'intensité et le temps de travail, donc on est dans ce facteur de risque, ce qu'on a proposé, c'est effectivement la nécessité de mettre à jour régulièrement les instructions, les fiches de poste surtout, pour tenir compte de la réalité du travail et vérifier la cohérence entre elles. Ça, c'est toujours très important au niveau des fiches de poste. Il y avait besoin de remettre à jour tout ça. Et ce qui était important également, c'était de prévoir des temps de rencontre réguliers entre les salariés et le hiérarchie pour exposer les cas concrets des situations rencontrées. Hein, souvent, effectivement, c'est des temps qui ne sont pas assez proposés et ce n'est pas des temps réguliers. C'est surtout ça. C'était sur la régularité qu'il nous semblait important d'insister. Parce que ça pouvait être fait comme ça ponctuellement, mais la régularité, c'est vraiment, ça permet vraiment de bien communiquer. Également, pour une autre piste d'action, c'était faire un point avec les salariés sur le nombre de matériels motorisés à disposition pour le port de charges lourdes et les besoins sur le terrain. Donc on voit aussi que tout ce qui est conditions matérielles pour bien faire son travail, c'est aussi très important. C'est quelque chose aussi dont on discute avec les salariés, parce qu'il peut y avoir effectivement, une bonne autonomie, une bonne organisation, des bons rapports sociaux, mais si on n'a pas le matériel adéquat, pour bien faire son travail, c'est problématique. Et ça peut avoir un impact après Mmh. sur le ressenti en termes d'intensité, du travail. Donc c'est aussi important d'explorer cette question-là, hein. Complètement. Mmh. Alors concernant le facteur de risque, exigence émotionnelle, ce qu'on avait, noté comme piste d'action, c'est effectivement de prévoir un temps et des moments d'expression pour délibérer sur les situations difficiles rencontrées et pouvoir partager des manières de faire et des actions à mettre en place.
Et prendre en note toute situation difficile rencontrée sur le plan émotionnel afin de pouvoir la comptabiliser, de ne pas la banaliser. Parce qu'effectivement, les salariés, des fois, ils disent: «Ben oui, effectivement, bon, j'ai fait avec mes moyens, mais j'ai été confronté à quelqu'un qui m'a crié dessus» et cetera. Et donc en fait, on se rend compte, effectivement, que les personnes, des fois, elles banalisent. Elles ont développé, une mallette à outils pour faire face, mais elles banalisent quand même, hein, ces situations. Et donc effectivement, l'idée, c'était de réfléchir sur la mise au point d'un carnet de bord pour noter les situations difficiles rencontrées sur le plan émotionnel. Est-ce que c'est souvent? Quelle intensité? Et cetera. Et le fait de le poser par écrit, ça permet déjà aussi de considérer que, beh, voilà, c'est pas une situation qui est normale et acceptable et de prendre des mesures par la suite. Donc également, on conseille aussi tout ce qui est documentation. Notamment dans ce cas-là, on avait conseillé le document support INRS «Travailler en contact avec le public, quelles actions contre les violences?». C'est un fascicule qui est très bien fait et on peut le télécharger gratuitement et ça se télécharge en format PDF. Donc c'est un bon document support aussi pour se poser et réfléchir ensemble, bah, des pistes d'action également. Ça va enrichir en fait, les idées qu'on peut avoir. D'autres exemples, hein, de pistes d'action, en ce qui concerne l'autonomie et les marges de manœuvre. On a abordé tout à l'heure, hein, ça renvoie aussi à tout ce qui est développement des compétences. Là, c'est une piste d'action qu'on met en avant dans beaucoup d'entreprises finalement, sur la prise en compte des demandes de formation, par la diffusion notamment d'informations écrites. Et l'objectif aussi, c'est de communiquer une réponse pour chaque demande émise, ce qui n'est pas toujours le cas, dans les entreprises qu'on rencontre parfois. Et donc, par exemple, hein, on peut conseiller la mise en place d'un document qui serait diffusé à tout le personnel pour, d'une part, recueillir les besoins et les attentes des salariés en matière de formation, de développement des compétences, et également pour rappeler les droits d'accès à la formation. C'est vrai que c'est pas toujours formalisé dans les entreprises et c'est toujours important, bien de rappeler un petit peu comment je peux accéder à la formation, par quels moyens, etc., etc. Donc voilà ce qui concerne, j'allais dire, cet exemple de piste d'action en ce qui concerne les formations. Un autre exemple concernant plutôt, ce qui a trait au sens du travail. L'objectif, c'est de pouvoir favoriser, de planifier des moments d'échange réguliers entre salariés et la hiérarchie. On se rend compte que dans les entreprises, ce n'est pas toujours le cas. Comme le disait Nathalie, hein, la régularité, ça donne des repères et c'est quelque chose d'important et de protecteur, hein. L'idée de ces temps d'échange, avec la hiérarchie, entre professionnels également, entre salariés, eh bien, c'est d'expliciter les choix qui peuvent être faits par le responsable en toute transparence, hein, d'avoir une communication tout à fait transparente. Permettre aussi des retours réguliers sur le travail bien fait, donc la reconnaissance, comme j'expliquais en tout début de présentation, la reconnaissance plutôt symbolique, sur le travail, fait, la valorisation du travail, ça c'est quelque chose ces temps d'échange peuvent permettre, de mettre en avant, ces aspects-là et puis mettre aussi en avant des pistes d'amélioration, des idées qui peuvent émerger, par le collectif de salariés. Ces temps d'échange-là peuvent permettre de faire émerger ces pistes d'amélioration, dans le travail, hein. Et puis pour échanger plus globalement sur le travail, partager les vécus, les difficultés, mettre en débat le travail, mettre en débat les façons différentes de faire le travail. Ces espaces d'échange et de délibération réguliers, c'est quelque chose de primordial pour justement prévenir tout risque de conflit interindividuel notamment, hein, et toute situation de stress au travail. Également, ce qui concerne le contexte de prévention, hein, c'est une thématique explorée dans l'outil Faire le point. Engager une communication à l'ensemble du personnel sur la politique de prévention de l'entreprise à l'évaluation des risques professionnels. Donc d'une part, hein, informer le personnel sur ce qu'est le document unique d'évaluation des risques professionnels, sur sa mise à jour, son moyen de diffusion dans l'établissement, et puis les démarches qui sont mises en œuvre par l'entreprise pour prévenir chacun des risques identifiés. Donc on se rend compte, hein, souvent dans nos interventions que, lorsqu'on aborde cette question-là dans l'outil Faire le point, les salariés ne savent pas forcément ce qu'est le document unique, où est-ce qu'il est disponible, s'il a été, mis à jour et cetera et cetera. Donc c'est souvent une piste d'action que l'on met en évidence, mais c'est pas systématique. Impliquer également les salariés dans l'analyse de la compréhension des causes en cas d'accident de travail. On a une question qui se rapporte justement à l'analyse des accidents de travail. Donc souvent, hein, on peut conseiller parfois la mise en place d'un registre pour les accidents de travail pour, formaliser en quelque sorte et faire un arbre des causes, en tout cas analyser chaque accident, ne pas les banaliser et comprendre un petit peu ce qui s'est joué, pour avoir vraiment une politique de prévention, des risques professionnels et donc des accidents qui peuvent survenir sur le lieu de travail, hein. Là encore, on donne des documents ressources, des documents support pour aller plus loin.
et notamment la plaquette de l'INRS face aux accidents analysés Agir qu'on peut là encore, hein, retrouver, en ligne en format PDF sur le site de l'INRS. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'être en ouverture, de proposer, bon, des exemples que nous on peut, aborder et appréhender dans le cadre de nos sessions collectives et puis d'être en ouverture en proposant des documents qui permettront à l'employeur, à l'entreprise d'aller plus loin dans l'élaboration du plan d'action de prévention. On en a fini pour notre présentation. J'espère qu'on n'a pas été, trop vite. L'objectif maintenant, ce serait de pouvoir, eh bien, répondre à vos questions, si vous en avez. Donc n'hésitez pas, soit pour éclaircir peut-être la méthodologie, éclaircir certains points. Donc on est à votre disposition pour ce temps d'échange.